Bonsoir à toutes et à tous. À l'instar d'autres pays, d'autres nations, surtout africaines, s'activent depuis peu pour instaurer le gouvernement ouvert, qui n'est rien d'autre qu'un partenariat, un dispositif dont la finalité est la transparence totale de l'action publique. Dans cette dynamique de promotion de l'accès à l'information publique, quelles sont les missions dévolues aux organisations de la société civile? Comment doivent-elles s'organiser pour imposer la participation citoyenne à l'élaboration des politiques publiques? Voilà entre autres des préoccupations à aborder. Nous recevons à cet effet un expert en diplomatie publique, Monsieur Akram Elias. Bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes un citoyen américain. Vous présidez le groupe de communication Capital, INC, basé à Washington, D.C. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Alors, Monsieur Elias, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, dans le concept américain, quelles sont les missions premières d'une organisation de la société civile? Eh bien, dans l'expérience américaine, la mission principale des OSC, c'est vraiment de transformer une société en société civile. C'est pour ça qu'on l'appelle organisation, bien un organe de la société civile. L'idée, c'est que c'est le citoyen qui doit s'impliquer directement dans la formulation et le développement des politiques publiques de son pays. Comment l'individu citoyen, chaque citoyen peut s'impliquer? On s'organise à travers des OSC. Donc, pratiquement, conséquence, la première chose importante, mission des OSC, c'est de s'organiser d'une manière professionnelle, à acquérir l'expertise nécessaire dans tous les domaines. Par exemple, aux États-Unis, nous avons aujourd'hui plus de 2 millions d'OSC, donc qui travaillent à tous les niveaux que vous pouvez imaginer pour pouvoir vraiment représenter les besoins, les solutions et donc les politiques publiques de la communauté. Donc la première chose, c'est être bien organisé, donc une bonne gouvernance. Deuxième chose, c'est avoir vraiment les partenariats nécessaires, c'est-à-dire être bien enraciné dans les communautés. Les OSC, c'est pas une petite élite qui est à part, c'est-à-dire il n'y a pas le peuple d'un côté et les OSC d'un autre. Non, les OSC, en fait, c'est le reflet direct, c'est la construction directe du citoyen, de ces organismes qui vont lui permettre, parce qu'on a besoin de s'organiser pour qu'on puisse être efficace. Donc, elles doivent être bien enracinées au sein de leur communauté. Donc, deuxième mission importante, c'est développer les stratégies communautaires. C'est dans la tradition américaine, donc on développe les stratégies communautaires, on fait la cartographie communautaire, on développe les partenariats avec les différents piliers de la communauté pour qu'on soit vraiment représentatif de la diversité, de la réalité de la communauté. Et la troisième donc mission, ou bien étape si vous voulez, c'est établir le partenariat avec le gouvernement pour formuler les politiques publiques. Ce sont les trois, donc bonne gouvernance d'un côté, de l'autre côté être bien enraciné au sein de la communauté. Ceci veut dire que, par exemple, des stratégies comme le plaidoyer, assez souvent, traditionnellement, les gens croient, quand on pense au plaidoyer, surtout avec le terme en français plaidoyer, on croit que c'est envers le gouvernement. En fait, dans la tradition américaine, c'est en premier lieu envers la communauté. Il ne suffit pas de sensibiliser. On sensibilise d'abord, mais ensuite il faut impliquer. Donc pour impliquer la communauté, on fait le plaidoyer envers la communauté pour que la communauté devienne partenaire efficace. Ensuite, troisième étape, on saute en utilisant des stratégies comme le plaidoyer, le lobbying, etc. pour faire le partenariat avec le gouvernement. Alors, quand on remarque un peu la pratique dans certains pays, quand on est sur le continent africain, on voit souvent des organisations de la société civile
qui travaillent sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que c'est normal? Parce que c'est comme si c'est un déphasage un peu avec ce que vous dites. C'est beaucoup plus les communautés, mais il y a d'autres pratiques où une organisation on lui demande de savoir mais quelles sont vos zones d'intervention. On dit bon, c'est tout le pays. Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace, mais tout dépend comment on est structuré. Si on est structuré d'en haut vers le bas, absolument pas. C'est-à-dire si on crée quelque chose au niveau d'une capitale nationale et disant voilà, à partir d'ici, nous allons travailler tout le territoire, tous les domaines et tout ça. Donc non, dans le concept américain, les choses solides et durables, ça se fait d'en bas vers le haut. C'est comme la même chose pour la prise de décision. Si la prise de décision vient d'en haut vers le bas, c'est pas durable. Et certainement, il n'y a pas de partenariat. Donc, c'est d'en bas vers le haut. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les communautés s'organisent. On revient un peu à Voltaire, que chacun cultive son jardin, un peu. Et ensuite, on construit des coalitions. Et des coalitions d'en bas vers le haut. Donc, au niveau local, puis au niveau régional, puis au niveau... aux États-Unis, on parle de la ville, du comté, puis de l'État fédéré, puis d'une région, et puis jusqu'au niveau national, donc de tout le pays. Si on construit de cette manière, on peut arriver certainement au niveau national et parler au nom. Mais pour être efficace, c'est la méthode que nous utilisons aux États-Unis. Alors, vous parliez tantôt de partenariats. Les organisations de la société civile doivent nouer des partenariats, avoir des partenaires. Alors quand nous prenons par exemple l'exemple d'un quartier ou d'une ville, alors comment identifier les partenaires? En fait, ou avec qui on entre en partenariat? Il faut rentrer en partenariat avec le plus grand nombre de partenaires qui existent au sein de la communauté. Donc on fait la cartographie, on identifie. Premièrement, quels sont les autres ONG, quels sont les autres organismes de la société civile qui existent au sein de la communauté. Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'elles font? Quelle est leur mission? Leur réputation, etc. Il y a un travail à faire. Bon, ça c'est un pilier. Un autre pilier, quelles sont les institutions qui touchent à l'éducation, à l'instruction au sein de la communauté? Quelles sont les institutions d'influence, par exemple les institutions religieuses, quelles qu'elles soient, il faut les identifier, savoir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font, quels sont leurs programmes, leurs activités qui ciblent la communauté. On identifie aussi les personnages, les personnes qu'on appelle opinion makers, qui font les opinions, qui influencent. Ça peut être des journalistes, des blogueurs, ça peut être des hommes sages, ça peut être en quelque sorte des influenceurs. Des influenceurs. Puis on saute toutes les entreprises. Assez souvent dans l'approche traditionnelle des OSC, on tombe dans le piège, pas le piège, c'est-à-dire une façon de voir, de concevoir la communauté comme étant la communauté à part et le monde des entreprises est à part. Mais non, il faut intégrer le monde des entreprises, de la plus petite entreprise jusqu'à la plus... Parmi les partenaires d'organisations de la société civile, on peut retrouver des sociétés privées? Absolument. Et comme ça, on fait le partenariat. Je vous donne un exemple. Oui. Si on veut faire, par exemple, une OSC voudrait construire un site website. Pourquoi ne pas développer ce site d'une manière à ce qu'on sait quelles sont les composantes du site? Il y a de la photographie à faire, il y a de la vidéographie, il y a du design, il y a de la mise à jour, il y a de la rédaction. Ce sont plusieurs aspects et on se dirige vers les entreprises. Il y a par exemple un photographe dans la communauté qui a son petit cabinet de photographie. On fait un partenariat. Un partenariat, c'est-à-dire toi, c'est comme ça ta façon de donner à la communauté. Tu nous aides avec ça. Oui, absolument. C'est pourquoi. Je veux dire pourquoi. Parce que un gouvernement, quel que soit le gouvernement, quel que soit le pays, a toujours garde l'oreille vers les entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises font avancer c'est-à-dire on fait travailler les gens, il y a une activité économique qui a lieu. Quand on parle de développement économique, on ne peut pas oublier
le secteur privé. Donc, ce qu'on fait d'une manière intelligente aux États-Unis, c'est que les OSC rentrent en partenariat avec les entreprises pour les impliquer. C'est là où vient le concept de corporate social responsibility, donc la responsabilité sociale des entreprises. Mais on fait ces partenariats, ça devient une seconde nature. Et puis, en même temps, on a le soutien, donc autonomie un peu du gouvernement, financièrement, et ça nous aide ensuite à faire le partenariat avec le gouvernement d'une manière plus efficace aussi. Alors, ce partenariat avec le gouvernement consiste à avoir du financement, parce qu'on voit ça souvent en Afrique où les ONG disent le gouvernement ne nous soutient pas. Est-ce que c'est normal d'avoir un soutien financier, par exemple, qu'une organisation a un soutien financier d'un gouvernement? On peut avoir un soutien financier du gouvernement, mais je vais le décrire dans quel contexte. Oui. Mais l'autonomie et l'indépendance de la société civile, là, c'est-à-dire la majorité écrasante des OSC aux États-Unis, ne dépendent pas du tout du gouvernement. Il faut qu'on soit autonome pour qu'on puisse faire le partenariat. Et c'est là où les partenariats avec les entreprises sont excessivement importantes. Mais les partenariats avec les entreprises, l'idée derrière, c'est que c'est nous qui sommes en train de mettre au niveau de la communauté l'agenda, les priorités. Les entreprises privées rentrant en partenariat avec nous donnent le soutien. Pour elles ont fait leur bien envers la communauté. Oui. Nous avons aussi conçu un système d'impôt chez nous qui aussi facilite et encourage un peu plus. Mais l'idée, il faut qu'on soit autonome pour qu'on puisse faire ce partenariat. Maintenant, est-ce que il y a des cas où la possibilité de recevoir des fonds, d'avoir un soutien du gouvernement? Absolument, mais sous des conditions bien déterminées. Premièrement, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas soutenir pour des projets d'une politique. C'est-à-dire, c'est pas démocrate, c'est pas républicain, c'est pas vert, c'est pas idéologique, absolument pas. C'est pour faire le bien, donc il faut que ce soit apolitique, c'est-à-dire non partisane, mais pour la politique publique. Donc, vous savez, en français, c'est toujours le défi, l'usage des mots. Pour nous, on dit il faut public policy. Donc, on utilise le mot en anglais policy. Et c'est différent de politics. Donc, policy, c'est-à-dire c'est la politique publique, politique publique d'éducation, de santé, etc. En fait, aux États-Unis, aucune politique publique aujourd'hui, je peux vous garantir, aucune politique publique dans la politique intérieure, c'est-à-dire interne au pays, quelle qu'elle soit, n'émane du gouvernement. Tout vient de la base. Absolument. De la société civile, point final. C'est la société civile qui prend l'initiative. Donc, on ne peut pas dépendre du gouvernement. Quand le gouvernement donne un soutien, c'est un soutien qui est ouvert, qui est transparent, qui ne favorise pas tel ou l'autre à cause de idéologique, et c'est toujours supervisé par le législatif. Le législatif. Ouais. D'accord. Alors, revenons donc à cette idée qui est souvent développée aujourd'hui, le gouvernement ouvert. D'où vient cette formulation ou cette idée concrètement? Et aujourd'hui, beaucoup de pays veulent s'inscrire dans cette logique. Moi, j'aimerais dire que le concept du gouvernement ouvert provient de chez nous. À l'origine, aux États-Unis, nous avons les lois à travers le pays qu'on appelle Sunshine Laws, c'est-à-dire les lois du soleil rayonnant. L'idée, le soleil rayonne, donc les choses ne se font pas en secret, ne se font pas en obscurité, ne se font pas derrière les coulisses, elles se font d'une manière ouverte. Donc j'explique. Par exemple, aux États-Unis, aucune loi ne peut être adoptée, donc politique publique conçue, sans avoir organisé en avance. C'est pas on fait le projet et puis on s'adresse à la société civile en disant prononcez-vous, quel est votre avis? Mais non. L'idée derrière, c'est la société civile qui prend l'initiative. Donc, quand une personne est élue, elle est élue déjà sur un programme. Ce programme politique, quel que soit le parti, a été déjà conçu en partenariat avec les OSC. Éducation, santé, développement économique, urbanisme, quel que soit. Maintenant, on est parlementaire, disons, représentant, député, quel que soit le terme. Qu'est-ce qu'on fait? On introduit des législations sur l'éducation, la santé, pour refléter les promesses que nous avons faites en partenariat avec
la société civile. Tout à fait. On l'envoie à la commission spécialisée. Cette commission est obligée aux États-Unis. Obligée. À l'avance, avant de débattre, quel que soit, on annonce au public en avance. De telle date à telle date, la commission sur l'éducation va organiser des séances de témoignages ouvertes, de dialogue direct, dialogue ouvert. Oui. C'est ça pour dire ouvert, avec les représentants des coalitions de la société civile qui se focalisent sur l'éducation, c'est-à-dire les parents ont leurs associations, les enseignants leurs associations, chaque aspect de l'éducation publique a ses associations qui forment une coalition, ils ont étudié le problème, ils ont l'expertise, donc les experts sont là-bas, et ils viennent témoigner pour dire voilà le problème et voilà la solution. Le débat est ouvert, la presse couvre tout, tout est ouvert. Oui, oui. Et le vote des parlementaires est ouvert aussi. C'est-à-dire, on ne vote pas en secret. On vote ouvertement. Voilà, nous sommes pour, nous sommes contre, on amende, est-ce qu'on peut faire ceci, ça, tout est fait. Ça c'est un aspect. En toute transparence. Deuxième aspect, donc ça, c'est pour que le gouvernement, premièrement, reçoive ouvertement les besoins, les solutions telles qu'elles ont été articulées, développées par la société civile, conçues par la société. Puis, de l'autre côté ouvert, ça veut dire que maintenant, le gouvernement doit aussi donner ouvertement, de la même manière, à la société. Donc, première chose essentielle, l'accès à l'information. C'est pour ça, aux États-Unis, c'est simple. Vous pouvez visiter le site de n'importe quelle ville. Ça reste un défi majeur dans plusieurs pays. Oui, mais c'est important. Comment faire un partenariat si les statistiques, les études, si les informations de base ne sont pas disponibles à tout le monde, pour qu'on puisse envoyer. Et ça, pour nous, c'est une bonne gouvernance. Pourquoi? On est en train de débattre. On peut débattre la même chose. On sait de quoi on est en train de discuter. Sinon, on commence à soupçonner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des agendas personnels? Est-ce qu'il y a des complots quelque part? Bon, non, mais il faut que ça soit ouvert. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous impliqués. Donc, ouverture veut dire des deux côtés. Ouverture de la société vers, donc, le gouvernement doit être ouvert à recevoir et en même temps ouvert à donner tout ce qu'on a. Les salaires sont affichés aux États-Unis. Visitez n'importe quel site de gouvernement, de la petite ville. Salaire de qui? Des agents permanents ou bien des gouverneurs ou des gouverneurs, des maires, des députés, des représentants, des élus, absolument. Ça veut dire aussi qu'on déclare tout. Quand on se présente, on déclare. Et quand on arrive dans un poste, pas seulement tout est déclaré déjà, tout le patrimoine personnel, etc., tout ça c'est déclaré, c'est une condition très importante pour le ouvert, mais on signe des contrats légaux, quel que soit le poste, pour qu'il y ait responsabilisation légale, judiciaire, non seulement politique. C'est-à-dire que personne n'a de l'immunité ici. Attention, c'est très important. On signe ces contrats comme quoi on ne peut pas avoir de conflit d'intérêts. Moi, je suis député, je vais voter sur quelque chose. Si j'ai des investissements ici et là, il faut qu'on sache. Et sinon, j'ai le choix, on me donne le choix. Ou bien tu te retires, ou bien il y a des mécanismes aux États-Unis qu'on appelle blind trust. Blind, c'est-à-dire aveugle. Blind, c'est aveugle. Donc moi, je n'ai aucune idée, je n'ai aucun contrôle. Je transfère mes investissements à ce trust qui est blind. Je n'ai aucun contrôle sur lui. Comme ça, je ne peux pas influencer parce que je suis en train de travailler sur des politiques données. Donc je sais le vote, comment ça va aller, etc. Je ne peux absolument pas influencer. Je ne suis même pas capable de le faire. Ou bien on vend, ou bien on fait ça. On a toujours le choix, ou bien on n'accepte pas le poste. Alors, simple. Un pays qui décide donc d'instaurer le gouvernement ouvert, quelles sont les conditions à remplir selon vous? La première chose qui est fondamentale, c'est avoir une loi qui garantit l'accès à l'information. C'est-à-dire, quand le citoyen... Quelle information? Parce que souvent, les journalistes parlent par exemple d'accès aux sources. Est-ce que c'est de ça que vous parlez ou bien c'est l'information publique pour tout le monde? Non, c'est l'information publique pour tout le monde.
quand on parle de loi de l'accès à l'information, c'est pas comme dans beaucoup de pays, on fait des codes, des lois qui parlent de codes d'information, de communication, qui a affaire en général, spécialement avec les journalistes, c'est-à-dire comment et en général, il y a des commissions donc qui travaillent sur ça au niveau de l'exécutif pour gérer cette relation. Non, non, non. Quand on dit loi à l'accès à l'information, c'est pour tout le public. Ce n'est pas limité aux journalistes. Pour le citoyen lambda. Pour le citoyen. Mais certainement. Puisque qui fait les statistiques? Quand on veut parler du chômage, c'est le gouvernement qui fait des statistiques. Toutes ces statistiques doivent être disponibles à chaque citoyen, à tous les citoyens. Pourquoi à ce moment-là, on voit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un chômage ici? Comment? Etc. Puis, même ces études, là, on permet à ce moment-là, même au niveau de la société civile, de rentrer et de faire leurs propres études. Vous savez, il y a autre chose qui est très intéressant. Donc ça, c'est la première, accès à loi à l'accès à l'information. Deuxième chose, c'est que la participation de la société civile dans la formulation de la politique. Là, le contexte peut varier d'un pays à un autre. Aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, l'initiative est prise. Mais pourquoi l'initiative est prise? Parce que nous avons 228 ans d'expérience. Ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, c'est la société civile qui prend l'initiative dans toutes les politiques intérieures. Quand on parle de gouvernement ouvert, la société civile a une grosse responsabilité. Absolument, absolument. Il faut qu'il soit impliqué. Comment l'impliquer? C'est là, le contexte varie d'un pays à un autre, mais il faut qu'elle soit un partenaire d'une manière ou d'une autre efficace. Alors, dans ce dispositif-là, la société civile fait quoi? La société s'organise comment? Elle s'organise autour, encore une fois, des thèmes. Éducation, santé, urbanisme, développement, environnement, etc. On est impliqué, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que nous voulons que nos enfants aient? Pourquoi il y a des problèmes au niveau des services publics, même des services publics? Est-ce qu'il y a injustice sociale? Est-ce qu'il y a corruption? Est-ce qu'il y a abus de pouvoir? Quel que soit le cas, on s'organise autour de ces choses-là et on amène les experts, on fait les études indépendamment du gouvernement pour qu'on puisse faire d'une manière ou d'une autre aussi le contrepoids. Donc, la société civile commence à faire aussi dans ce partenariat une forme de contrepoids. Donc, c'est pas uniquement législatif. Il y a la société civile, il y a la presse. Donc, la liberté de la presse est excessivement importante. Si il y a censure sur la presse, si la presse peut être fermée, là, il n'y a pas de gouvernement ouvert. Le patrimoine, donc, pour les responsables au gouvernement qui sont élus, ils doivent déclarer leur patrimoine, tout ça doit être transparent, ça fait partie du gouvernement ouvert. Voilà des critères essentiels, si vous voulez, du gouvernement ouvert. Qu'il faut remplir. Ah oui, absolument. Alors, les organisations de la société civile doivent continuer, parce que vous disiez tantôt qu'aux États-Unis, on a plus de 2 millions d'OSC. Est-ce que ces OSC-là fonctionnent de façon individuelle dans un système de gouvernement ouvert ou bien vont en partenariat ou la création des coalitions pour avoir plus de force? Des coalitions. Il y a les partenariats, puis il y a les coalitions. Bon, je donne un exemple, encore une fois. Prenons, je prends l'éducation comme exemple. Bon, les parents sont impliqués par l'éducation de leurs enfants. Donc, pour nous, c'est simple. Les parents s'organisent. Il y a les associations des parents. Mais les parents qui s'intéressent à l'éducation de leurs enfants ont besoin aussi de travailler avec les enseignants. Bon, les enseignants font leurs propres associations. Vous avez ceux qui ont étudié la pédagogie, qui comprennent un peu l'éducation des enfants, l'enseignement, qui ont leurs propres associations. Donc il y a l'expertise ici dans ces OSC. Vous avez ceux qui ont fait la gestion, qui ont leurs associations. Mais on ne reste pas éparpillé. On vient ensemble autour du thème de l'éducation. Je donne un autre exemple. Il y a des ONG qui travaillent, par exemple, sur l'éducation des jeunes filles. Il y a des ONG qui travaillent sur la santé de la femme. Il y a des ONG qui travaillent sur le leadership des femmes. Il y a d'autres qui travaillent accès au secteur privé, accès au capital. D'autres qui forment et encouragent la formation, par exemple, de jeunes femmes leaders pour qu'elles se présentent aux élections, donc qu'elles deviennent actives dans le monde politique. Bon, ce sont des organisations qui sont complètement séparées, qui ont des missions bien distinctes, mais quand même il y a un thème en commun, la question de la femme. Donc, c'est logique, aux États-Unis, qu'on forme immédiatement une coalition. Et la coalition veut dire qu'on vient tous en pied d'égalité. On apprend à travailler ensemble pour s'assurer que
les questions de la femme soient priorité quand il s'agit de la politique publique. C'est ça. Par exemple, aux Donc États-Unis... on se met ensemble pour défendre une cause. Absolument. Une cause, un développement, etc. Je vous donne un exemple au niveau de la femme. Prenons le cancer de sein, par exemple. Bon, il y a des dizaines et des dizaines d'années, bon, le cancer de sein aux États-Unis, bon, ce n'était pas une priorité gouvernementale. Pourquoi? Parce que les priorités dans la recherche, l'investissement, c'était le cancer envers l'homme. Alors, finalement, Par exemple. le citoyen gagne quoi concrètement? Quels sont les avantages de gouvernement ouvert? Ah, mais ses besoins. Oui. Ses besoins, son développement, ses aspirations futures, tout ce qu'il aspire à, tout ce qu'il voudrait réaliser, il arrive à réaliser à travers un gouvernement ouvert. Parce que le gouvernement, pourquoi il existe? Le gouvernement, ce n'est pas pour exercer un commandement sur nous. Le gouvernement ne vient pas commander. Le gouvernement est là pour nous aider à nous gouverner nous-mêmes. Donc le gouvernement ouvert est nécessaire pour une tradition démocratique où le peuple se gouverne lui-même. La souveraineté dans un pays, quel que soit le pays, la souveraineté réside dans les mains du peuple. Donc c'est le peuple qui exerce sa souveraineté, mais on ne veut pas l'anarchie. Donc on a besoin de structures gouvernementales, mais qui ne viennent pas commander. Dans une consultation gratuite, parce que nous clôturons donc cette émission, ça sera d'ailleurs votre mot de fin. Dans une consultation gratuite, qu'est-ce que vous dites aux organisations de la société civile en Afrique? Quel conseil il faut leur donner? Premièrement, oui. Le pouvoir est à vous. Ne posez pas la question où est le gouvernement, pourquoi le gouvernement ne fait pas ceci, pourquoi le gouvernement fait ça. Le pouvoir est entre vos mains. Dites-vous qu'est-ce que nous allons faire. Et donc, leadership, c'est pas des postes de leadership, c'est le citoyen qui agit comme leader. Okay? C'est pas le poste de leadership. Donc, on prend cette initiative et on cible la communauté, on encourage chaque citoyen à s'impliquer. Ça, c'est le conseil le plus important. On transforme cette façon de voir les choses. On ne pose pas la question où est le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce qu'il va faire pour nous. On n'élit pas des personnes pour qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Non. C'est nous qui prenons l'initiative et puis on élit des gens qui sont prêts à être nos partenaires, donc fiables, qui vont exécuter avec nous ce que nous avons besoin, parce que on a besoin de structures gouvernementales. Donc, ceux qui sont élus, c'est pour opérer la machine. La machine. Donc, conseil, prenez l'initiative, le pouvoir est entre vos mains, le futur d'un pays, c'est toujours sa société civile. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Akram Elias. Je précise que vous êtes un expert en diplomatie publique. Vous dirigez d'ailleurs un cabinet de consultation, le groupe de communication Capital, INC, basé donc à Washington DC. Vous êtes donc sur ce plateau avec nous pour parler bien entendu des organisations de la société civile et du concept de gouvernement ouvert et bien entendu de ses avantages également. Merci et très bonne suite au programme sur nos antennes.